Bonsoir. Je vais vous lire le chapitre 2 de Yante le survivant. Ce chapitre s'intitule « Les années après-guerre ». Moshe est réputé, il a en effet repris ses activités chaque jour. Il plaide pour tous ces juifs spoliés, humiliés. Il plaide le sort de l'homme face à toute cette haine. Voilà ce qui caractérise ses interventions depuis la fin de cette maudite guerre. Je plaide le sort de l'homme face à la monstruosité. 6 millions d'hommes, de femmes et d'enfants sont morts à cause de gens tels que vous, monsieur l'accusé. Vous qui avez dénoncé pour quelques pièces. Est-ce que croire en un Dieu serait un crime? Être juif mériterait-il d'être gazé, définitivement rayé de la terre? Alors laissez-moi vous dire, oui, je suis juif, oui, je crois en un Dieu unique. Il y va de mon intimité avec le ciel. Personne ne pourra m'en empêcher, et surtout pas des gens tels que vous, et pas plus cette dernière guerre. Son énergie restait la même, et de légers tics l'accompagnent lors de ses plaidoiries. Il s'en veut, car lui, l'intellectuel, avait prévu comment cela se passerait. Il était alors impuissant. Il a rendez-vous aujourd'hui, on lui remet sa médaille de chevalier de la Légion d'honneur. Il est gêné. Car selon lui, il n'a rien d'injuste. Il aurait pu faire plus. Il aurait dû faire plus. Anna, pour l'occasion, a revêtu son petit tailleur Chanel. Elle est belle, fière de ce compagnon de vie qui est là, fidèle à lui-même, comme au premier jour. Toujours là, à la soutenir. Le maire relate la triste période qu'aura vécue Paris, les morts, les déportés, les camps et les nazis. On lui épingle la médaille. Aux yeux de la France, il est un héros. Moshe se souviendra mot pour mot du discours du maire, lequel disait ceci. « Monsieur Moïse Lévy, maître, permettez-moi au nom de la France de vous remettre cette médaille de la Légion d'honneur. Vous êtes ce grand homme qui avait durant cette triste guerre sauvé des vies. Je reprendrai vos propos si justement formulés, qui sauve une âme, sauve l'humanité. Vous avez sauvé la France, monsieur Moïse Lévy, de cette ignominie, en aidant de pauvres gens à sortir des camps de la honte. Vous avez vécu les pires horreurs, et solide tel un chêne, vous êtes resté vous-même, égal à toutes vos valeurs. La France est fière de votre foi en la vie. Votre travail dédié à retrouver les familles des victimes vous honore. Permettez, monsieur Lévy, de vous gratifier de cette médaille, au nom de la France, puissions-nous ensemble œuvrer pour votre fondation consacrée au souvenir. Peu importe pour lui d'être honoré. Ainsi, car pour Moshe, seuls les actes comptent. Il est temps que cette reconnaissance lui serve définitivement. Et si la France se repentit, eh bien, il faudra qu'elle s'en donne les moyens. Ce jour-là, en effet, notre figure nationale allait agir, et ce sans relâche, en quête perpétuelle de ce qui est perdu. Moshe allait consacrer sa vie à la fondation du souvenir. Chaque personne serait dorénavant recensée. Sur des photos d'avant-guerre, son équipe de bénévoles allait rechercher à qui avait appartenu ce vêtement, cette paire de lunettes, ces souliers, et c'est ainsi que, petit à petit, des registres indiquerait définitivement le parcours de tous les juifs français, qui de Strasbourg, Paris ou bien ailleurs avaient été pointés, car juifs à un moment où cela était absolument forbidden. Chaque cas représentait des heures de recherche, des larmes, de conseils, de lamentations et surtout de réveil de conscience pour notre ami Moshe. Ces noms apposés les uns à la suite des autres, Léa, Rivke, Reuven, Avrum, Yosef, sonnaient pour lui, c'était une évidence. Les mêmes que ceux qui avaient traversé le désert pour aller recevoir leur sainte Torah. Il s'en était persuadé. Il faudrait dorénavant le prouver. Et si tout simplement, ces gens n'étaient ni plus ni moins que la réincarnation de cette génération, les mêmes âmes déportées d'un siècle à l'autre, venues témoigner à jamais de la puissance de Dieu. Car il est écrit dans les textes sacrés, toute âme qui a vécu lors du jour du don de la Torah, jamais ne mourra, jamais ne disparaîtra, excepté ceux qui en auront fabriqué le veau d'or. Notre ami passerait dorénavant sa vie à le démontrer, et c'est bien entendu Reb le premier à qui il en parlerait. Un jour, alors qu'il se trouvait à la fondation, il avait besoin de précieux documents pour défendre la cause d'une famille. Il fit une rencontre étonnante.
La jeune Sarah est là, assise, à éplucher des registres par ordre alphabétique. Elle fait un geste qui l'irrite. Elle met un numéro sur chaque nom. Les larmes coulent en même temps qu'elle écrit. « Tenez, séchez vos larmes, mon enfant, dit Moshe en lui tendant un mouchoir. Et que vous arrive-t-il? À poser un numéro? Mais je me sens mal à l'aise de faire une telle chose, répondit Sarah. Vous devez savoir que c'est un interdit de comptabiliser notre peuple. Les nazis eux-mêmes ne l'ignoraient pas. Ils nous ont tatoués expressément. L'échange fut foudroyant. Notre jeune Sarah allait marquer son patron, et c'est bien grâce à elle que tout ici prendrait une nouvelle tournure. Dorénavant, chaque nom reprendrait sa juste importance. D'ailleurs, c'est bien dans ce service que l'on en étudierait chaque provenance. Les arbres généalogiques graveraient à jamais les noms de chacun, et ce en tant que nom, et plus par un banal numéro, car chaque âme de ce fait reprendrait sa juste place et son identité. Sarah, petit à petit, elle gagnerait définitivement sa place dans la famille de Moshe, et très vite, telle leur fille, elle leur appartiendrait. Anna retrouvait son beau sourire, car chaque jour, Sarah lui redonnait le goût de la vie. Les actions menées par la Fondation offriraient des miracles, des retrouvailles se fêtaient en grande pompe, et il arrivait même qu'Anna rit aux éclats. Pour cette famille Cohen, par exemple, tu auras pu retrouver une petite sœur, ce grâce à une petite robe, celle-là même que l'on peut voir encore aujourd'hui au musée Yad Vashem en Israël, une simple robe rose, qui fera le tour du monde. On connaissait la provenance du camp, et les témoignages des uns et des autres avaient guidé les membres de la Fondation à cette petite fille, séparée de sa famille un soir de 40 à Paris, lors d'une rafle sans précédent. Une petite miraculée alors, une jolie jeune femme épanouie aujourd'hui. La Fondation aide toutes ces familles démunies. La France offre son soutien tant et si bien que sa réputation est internationale. Des réseaux secrets au quotidien, partout dans le monde. Moshe est reconnu. Il est cet humaniste, père de tous les juifs dans le monde. On respecte cet homme aux cheveux blancs, barbu, qui a gardé son léger accent yiddish. Il fait rire tout le temps. Sarah informe le président de la Fondation qu'un cas particulier doit être résolu. Il faudra pour ce faire se rendre en Israël, le petit Veil, le dernier survivant du camp de Drancy. Il y a immigré, lui seul détient les informations de haute importance. Il peut contribuer pleinement à faire avancer un dossier. Il faudra donc s'y rendre, et ce dans les plus brefs délais. Et ce sera demain. Moshe l'y accompagnera. Arrivé en Terre Sainte, voilà le plus beau rêve de Moshe enfin réalisé, et c'est aujourd'hui que cela se présente. Moshe se prosterne, embrasse le sol, cette terre que l'on nomme terre promise, et derrière lui, le port de Haïfa. La traversée fut longue, ils ont pu voir là l'Italie, la Grèce, le Pirée, comme il fait chaud ici, le bleu du ciel ébloui. Moshe est subjugué, les larmes coulent face à tant de beauté. Voilà que l'on parle l'hébreu, ici le boulanger, là le cheminot, dans le pays où coule le lait, le miel, tout le monde comprend l'hébreu. 15 ans que la guerre est finie, et enfin il est là, dans cet endroit qu'il nomme pays. Tout ici est sublimé, les fruits, les arbres, les jardins sont un cadeau du ciel, et comment cette terre aride produit tant de merveilles. Anna déguste une nèfle qu'elle cueille à même l'arbre, et la bénit. Shechionu vekiemonu. C'est la première fois de sa vie qu'elle goûte un tel fruit. Tout ici respire la vie et son sourire large l'atteste. Elle sera heureuse ici. Son mari en est ravi. Ils sont attendus là, dans ce bel endroit que l'on appelle Kibbutz Sarid. Les gens vivent entre eux, chacun offrant de son travail pour bien faire vivre l'autre, une communauté regroupée et heureuse de coexister. Ce village vit de son agriculture. On cultive des oranges et même des pastèques. Les petites maisons, tout de même l'architecture, abritent des personnes venues de tous les horizons, des Anglais, des Polonais, des Allemands, des Suisses et même des gens d'Afrique du Nord. Ils ont tous cette même passion, faire de leur pays une grande nation. Autrefois médecins, courtiers, menuisiers, ils sont dorénavant agriculteurs et aiment par-dessus tout le choix de leur vie, Israël, Israël chéri. Le responsable du kibbutz se nomme Boaz. Tout le monde rit et prend le temps de prononcer son nom, Boaz, en l'épelant distinctement, comme pour indiquer la force de celui-ci. En effet, il est grand, costaud, son physique d'athlète vous indique combien on a affaire à un homme puissant, mais cette puissance dépasse de loin son simple aspect physique. Il est un rescapé d'Auschwitz.
Il avait créé un réseau pour sauver des personnes au sein même du camp de concentration. Ici, il est respecté, aimé, voire vénéré, car tout repose sur lui. Le destin de beaucoup est encore ce jour-là entre ses mains. Il a pris sous son aile le petit Veil, et il est tout heureux de faire les présentations. « Yoshiko, viens, je dois te présenter quelqu'un » crie-t-il de sa voix tonitruante à son interlocuteur, préoccupé à semer. Le petit Alain, autrefois se nomme ici Yoshiko. Il a oublié le français depuis que les Français l'avaient oublié. Il a occulté son Alsace natale, lui originaire de Strasbourg, car pour l'heure il aime Israël, sa nouvelle terre d'accueil. Il cultive sa terre, et chaque floraison l'éloigne de ces douloureux souvenirs. Et oui, il en a vu des choses affreuses dans ce camp de Drancy. Il était alors qu'un enfant. Aujourd'hui, c'est un jeune homme plein de vie qui s'approche de Moshe. Naïmeot, Yoshiko. Décidément, il ne parlera plus le français. Moshe est ravi de faire connaissance. Ce gaillard est plein de ressources. Il raconte comment il intervient sur les fruits en les greffant pour fabriquer de nouvelles sortes, tous plus juteux les uns que les autres. La terre est sa passion. Il a d'ailleurs découvert un système d'arrosage, lequel sera bientôt labellisé, car à 40 degrés, toute la difficulté de recycler l'eau pour que la terre produise et produise encore plus chaque année. Il est ici chez lui. Il respire la santé, celle du pays jeune, dynamique et heureux. Moshe l'enlace et lui propose sous cet olivier de raconter son histoire. Il a été témoin de tant de barbarie. Il faudra qu'il parle, quitte à ce que les plaies s'ouvrent, mais son témoignage est primordial. On vient de retrouver en Argentine celui qui a été son tortionnaire. Yoshiko ferme son visage, une boule au fond de la gorge. Oh, il témoigne. Le français d'un coup lui revient. Mais quand il parle, le côté chantant de l'accent a disparu. L'amertume a fait place. Le jour où il a été arrêté, le jour où il a été parqué au camp de Drancy, le jour où les enfants auront été lynchés, des jours et des nuits sans manger, et lui, ce nazi qui aura sévi. Moshe de le questionner. « Raconte-moi, que fais-tu de beau ici, fiston ? Je suis ingénieur agronome, je travaille la terre, je greffe des fruits. Tenez, regardez, celui-ci est une de mes inventions. Il montre un agrume, ni orange ni pamplemousse, à l'odeur de la clémentine, du jamais vu. Je gère aussi les problèmes d'eau, à 40 degrés, l'eau est si rare, c'est un réel souci. Je viens d'ailleurs d'obtenir un label pour un nouveau système d'arrosage. Moshe. Je suis président de la Fondation du Souvenir. Tu devines pourquoi nous sommes là, je suppose. Sans vouloir trop remuer le passé, dit-il d'un ton paternel. Je te présente ma femme, Anna, et Sarah. Sarah, je te donne la parole. Explique à Yoshiko pourquoi nous avons fait ce voyage, je te prie. Nous avons retrouvé ce nazi qui t'a volontairement ne dit mot, puis de reprendre. Nos services l'ont retrouvé. Il vit en Argentine. Il nous faut connaître ton histoire pour le rapatrier, pour pouvoir le juger. Nous avons besoin de ton concours, ton témoignage est capital. Ce monstre doit parler, Yoshiko. La Fondation compte sur ton soutien. Il y va de notre salut à tous. Yoshiko est à cet instant Alain, petit enfant, désespéré, perdu. Il fronce les sourcils, il débite. Chaque mot sonne fort, les larmes étouffées ne peuvent sortir tant la douleur est forte. Il se souvient de chaque détail. Et pourtant, à l'époque, il n'avait que 13 ans. Oh, cela, il s'en souvient. C'était ce jour où il devait faire sa bar mitzvah. Oh, il ne pourra pas oublier. C'était le jour de mon anniversaire, mes 13 ans. Oui, je me souviens de ce jour, celui de ma fête, dit-il, plein d'émotion. S'efforçant à sourire, il poursuit cette fois sans reprendre sa respiration. D'un trait, d'un seul, tel un profond sanglot, il évacue ce trop-plein. Ils sont venus nous chercher dans un camion. Tous mes copains étaient avec moi. Le voyage de chez moi au camp de Drancy m'a paru une éternité. Je ne voyais pas ma famille. Les plus petits pleuraient. Arrivés en pleine campagne, on voyait des grandes baraques à l'horizon. Tous étaient parqués dans ce camp comme des animaux. Chaque jour, un de nous disparaissait de maladie, de froid. Oh, quand je me souviens du regard de ce monstre qui prenait plaisir à me torturer. Yoshiko cesse de parler. Il se sent d'un coup délesté de ce lourd fardeau. En effet, jusqu'à ce jour, il n'en a jamais dit mot à qui que ce soit, comme si d'avoir été victime c'eût été humiliant de se raconter. Lui,
qui a été abusé par un SS, puis de reprendre son récit. Je serais capable de le reconnaître parmi des milliers de personnes, ce regard froid, vide, cruel, celui-là même qui me hante encore chaque nuit. Oh oui, je peux le reconnaître, ce nazi, pour sûr que je veux témoigner, au nom de mes amis, ma famille, que jamais je n'ai revu. Je veux dire la vérité sur ce qui s'est passé pour que jamais on oublie, car montrez-moi une civilisation qui aura résisté en oubliant son passé. Aucune! Aucune! Yoshiko se raconte, relate les morts de ses amis. Boaz, Sarah, Moshe et Anna sont là muets face à tant de souffrances, mais maintenant ils savent. Le procès enfin se tiendra. Le procès de cette période noire. La vérité se fera au grand jour. Et le tortionnaire va enfin rendre les comptes. Peut-être que ces informations seront une piste pour retrouver ce fonctionnaire français qui aura apposé son nom sur cette liste direction Drancy. Beaucoup, comme Yoshiko, pourront enfin panser leur plaie. Le voyage en Israël est ici tout un symbole de renouveau. Tous ensemble partent visiter ce pays aux 1000 facettes, douce Jérusalem, ville sainte, où sur ce mur tous ont épanché leurs craintes, leurs peurs, leurs souffrances, leurs espoirs. Seul le vestige du temple, le mur des lamentations, Moshe prie Shema Israël, enveloppé dans son talit blanc. Le calme revient peu à peu. Submergée par tant de sainteté, Anna a pris soin de se couvrir la tête. Assise près de Sarah, elle regarde monter la prière, telle cette offrande que l'on fait à Dieu, comme pour lui dire « Sauveur, tu nous as épargnés, comme nous t'en sommes gré. » C'était Rachel Chawat pour Yantel le survivant. Bonsoir.